Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la chaîne Tonia raconte. En 1986, Kimberly McLean, une jeune fille de 18 ans, disparaît en Pennsylvanie. En 2010, Lori Ruff, une mère de famille, se suicide au Texas. Le pouvoir d'Internet, associé à la science de l'ADN, va lier ces deux événements de façon tout à fait spectaculaire. MyHeritage, Living DNA, 23andMe. Tant d'entreprises vous proposent de connaître vos origines avec un simple test ADN sous forme de kit ludique à faire chez vous. Pour une soixantaine d'euros, en échange d'un échantillon de votre salive, vous recevez sous quelques semaines un mail avec vos résultats d'analyse et un aperçu des pays d'origine de vos ancêtres. Mais surtout, elles vous permettent d'accéder à une base de données où se trouvent tous les individus qui ont fait le test avant vous. Avec un peu de chance, vous pourrez découvrir des cousins ou même un demi-frère inconnu. La base mondiale qui conserve tous les ADN donnés librement depuis tous les pays du monde s'appelle GetMatch. En 2018, on estimait qu'il y avait près de 20 millions d'ADN librement consultables sur Internet. Curtis Rogers, le fondateur de GetMatch, lui-même reconnaît le potentiel et le pouvoir qu'il tient entre ses mains. Il déclare « Même si la base de données a été créée pour de la recherche généalogique, il est important que les utilisateurs de GetMatch réalisent les usages possibles de leur ADN, y compris l'identification de parents qui ont commis des crimes ou ont été victimes de crimes. Si l'utilisation non généalogique de votre ADN vous inquiète, vous ne devriez pas mettre votre ADN dans la base de données ou l'enlever si vous l'avez déjà mis. » Lui-même dit, en somme, qu'il vaut mieux ne pas utiliser ce qu'il a créé. Mais parfois, grâce à votre test ADN à domicile, vous serez vraiment surpris. Aujourd'hui encore, je vous raconte une histoire vraie qui va vous prouver que la réalité dépasse toujours la fiction. Peut-on jamais se vanter de vraiment connaître quelqu'un? Même après des années de mariage ou de vie commune, il arrive parfois que des personnes changent tout simplement, et parfois ils peuvent se révéler très différents de la personne que vous pensiez connaître si bien. Lorsqu'en 2003, Blake Ruff dit oui à sa femme, Lori Kennedy. Il pense épouser l'amour de sa vie. Il prévoit de toujours rester auprès d'elle. Pourtant, quelques années plus tard, quelque chose a changé. Et les secrets qui lui ont été révélés lui permettent aujourd'hui de se demander avec qui il dormait tous les soirs. Durant leurs années de mariage, à l'approche de la quarantaine, Lori suit des traitements pour la fertilité et en 2008, après plusieurs fausses couches, une petite fille vient au monde grâce à une fécondation in vitro. À partir de là, Lori s'occupe énormément de sa fille. Elle est protectrice à l'excès. Elle refuse de la confier à qui que ce soit, même sa belle famille. Même pour quelques heures, elle veut toujours rester auprès de sa fille. Son comportement commence à poser problème à Blake, qui trouve que Lori est incorrecte avec sa famille. Elle a des attitudes antisociales avec leurs amis. De plus, Lori est toujours très intéressée pour que Blake lui raconte toute sa vie dans les moindres détails, mais de son côté, elle ne dit jamais rien sur elle, ni sur son passé. En 2010, Blake retourne vivre chez ses parents et demande le divorce. Lori sombre alors dans la dépression. Elle grossit beaucoup et a des comportements de plus en plus perturbants, au point que la famille de Blake demande et obtient une injonction d'éloignement. Elle n'a plus le droit d'approcher de la maison de ses ex-beaux-parents à moins de 500 mètres. Le 24 décembre 2010, le père de Blake trouve Lori dans une voiture garée juste devant chez lui. Elle est assise dans la voiture, décédée. Elle vient de se suicider d'une balle dans la tête. Dans la voiture, on retrouve 2 lettres d'adieu, une pour son ex-mari Blake et l'autre pour leur fille. Bien que sur la lettre destinée à leur fille, il y avait noté « ne pas ouvrir avant ses 18 ans », la famille a quand même décidé de la lire, espérant trouver dans ces 2 courriers testamentaires les raisons pour expliquer son geste tragique. Mais les lettres sont très incohérentes, démontrant surtout que Lori avait, si l'on peut dire, perdu la tête. Après les funérailles de Lori, Blake s'est rendu dans la maison de Lori. La maison a été découverte dans un état de délabrement incroyable, avec des salissures, des déchets partout dans la maison. Et en particulier, il y avait plusieurs restes de documents passés au destructeur de papier. De façon plus inquiétante, il y avait aussi tout un tas de notes manuscrites de la main de Lori. Elle les avait accrochées comme des post-it dans tous les coins de la maison. Mais elle avait également écrit directement sur les murs, sur les meubles. Toutes ces notes
notes étaient très décousues, incompréhensibles, tout comme les lettres qu'elle avait laissées à l'attention de Blake et de leur fille. Enfin, dans un placard, il découvre une petite boîte. C'est une sorte de boîte à outils avec une serrure fermée à clé. Il force la serrure et à l'intérieur, il découvre de nombreux documents troublants. En voici une liste. Plusieurs notes écrites à la main. Sur une page, il y a une longue série de numéros. Les chiffres vont par deux avec un petit tiret entre chaque, comme par exemple 46-51. La page est entièrement recouverte de chiffres comme ça, avec une particularité, le premier chiffre est toujours inférieur au second. C'est toujours 70-74 et jamais 74-70 par exemple. Un peu comme des dates, mais impossible d'expliquer à quoi cela peut correspondre. Parmi les documents figure l'acte de naissance d'une certaine Becky Sue Turner et un autre document qui accorde à Becky Sue Turner un changement de nom au profit de Lori Erica Kennedy, ce qui laisse à penser sans doute que Lori avait changé d'identité. Après avoir fait des recherches, la famille de Blake a rapidement découvert que Becky Sue Turner était une petite fille décédée dans l'incendie de sa maison à l'âge de 2 ans. En septembre 2011, la famille de Blake a sollicité l'aide de Joe Velling, enquêteur de la Social Security Administration. Velling a accepté d'aider à identifier Lori comme un cas de vol d'identité. Après avoir suivi de nombreuses pistes, il a été surpris de se retrouver dans l'impasse la plus totale. Avant 1988 et son identification en tant que Becky Sue Turner, il n'y a rien. Impossible de savoir comment Lori s'appelait avant qu'elle ne prenne l'identité de cette petite fille décédée. Avec le soutien de la famille, Velling s'est tourné vers un journaliste qu'il connaissait au Seattle Times en 2013, dans l'espoir qu'un appel à témoins apporterait des éléments nouveaux. Internet va s'emparer de cette histoire. Les chasseurs de mystères de Reddit s'accaparent l'enquête, à la recherche de Lori Erica Ruff. Les internautes pensent tout de suite à la piste des personnes portées disparues et vont faire un travail de recherche titanesque en comparant tous les éléments, les dates, les états, y compris le contenu de la boîte rendue publique par Joe Velling. Au bout d'enquêtes très fouillées, ils mettent en lumière que la suite de chiffres est une liste de dates de naissance et de décès. Ainsi, lorsque Lori note 77-81, il s'agit d'une personne née en 1977 et décédée en 1981. Certainement, ce sont les traces de ses propres recherches lorsque Lori cherchait une petite fille dont elle pouvait prendre l'identité. Pour la plupart des détectives en ligne, enquêter sur l'affaire Lori Ruff consistait à parcourir des enregistrements de photos de personnes disparues à la recherche de femmes ressemblant à Lori. Il ne fait aucun doute qu'ils ont passé des milliers d'heures à faire cela. Colin Fitzpatrick, une généalogiste devenue physicienne nucléaire, a découvert cette enquête sur Reddit. Son expertise lui a déjà permis d'aider les survivants de l'Holocauste à rechercher des membres de leur famille et des adoptés à retrouver leurs parents biologiques. Dans un cas qui a fait la une, elle a pu retrouver l'identité d'un enfant décédé sur le Titanic en 1912 en retraçant son ascendance à travers l'ADN. Lorsque Fitzpatrick prend connaissance de l'histoire de Lori, elle a immédiatement pensé à l'ADN. Lori et son mari, Blake Ruff, ont eu une fille en 2008. Cette petite fille partage l'ADN de Lori. Si la famille fournissait un échantillon d'ADN de cet enfant, il existe un moyen de soustraire le profil ADN de Blake à celui de sa fille, ne laissant que ce qui est essentiellement celui de Lori. La famille Ruff a donc envoyé un échantillon de salive à 23andMe, des entreprises qui analysent l'ADN et fournissent des outils pour aider des personnes à retrouver l'historique de leur famille en ligne. Fitzpatrick a trouvé un certain nombre de personnes dont l'ADN correspondait à celui de Lori, mais la plupart d'entre elles étaient des cousins trop éloignés. Il ne serait d'aucune aide pour identifier Lori. Juste une personne est apparue comme cousin germain au premier degré, un homme nommé Michael Cassidy. Il n'y avait aucun autre détail, juste ce nom, et il est probable que des milliers de personnes s'appellent Michael Cassidy aux États-Unis. Comment le retrouver? Le contacter via des sites de généalogie n'a suscité aucune réaction. On ignore même s'il a lu les messages. La famille Ruff, l'inspecteur Velling, la scientifique Fitzpatrick ainsi que les chasseurs de mystères de Reddit se retrouvaient à nouveau dans l'impasse. Alors ils ont attendu. Fitzpatrick vérifiait périodiquement la base de données GetMatch, car il arrive tous les jours de nouveaux ADN à comparer. Tout compte fait, elle pense avoir passé des centaines d'heures sur ce sujet. Certains indices indiquaient la région de la Pennsylvanie, mais pendant des années, il n'y a pas eu de véritable progrès. Puis finalement, le nom d'une troisième personne, un cousin, est apparu. C'était trop éloigné d'un parent proche pour apporter des
des réponses à l'identité de Laurie. Mais grâce à tous les ADN recueillis depuis le temps, Fitzpatrick pouvait commencer un arbre généalogique. Elle a retracé les racines de la famille jusqu'à un arrière-arrière-grand-père irlandais, né en 1848. Puis, et c'est la clé, elle a retracé cet arbre généalogique dans l'autre sens jusqu'à une autre branche et elle est revenue à un nom familier, Cassidy. Soudain, j'ai toute la famille ADN de Laurie devant moi, réalise Fitzpatrick. Une fois l'arbre généalogique construit, Fitzpatrick a pu cibler un Michael Cassidy qui vivait dans la région de la Pennsylvanie. Grâce à Facebook, les notices nécrologiques en ligne, les archives publiques et les outils de recherche utilisés par les enquêteurs privés, elle a rassemblé une image de la famille Cassidy. Elle a appris que dans l'arbre généalogique, la mère de Laurie était certainement une des tantes de Michael. Mais lequel? Et quel était le vrai nom de Laurie? Il n'y avait pas moyen de le savoir. Elle a appelé Joe Velling. Il était convaincu qu'elle avait raison. Bien qu'il fût désormais en retraite, il décida de prendre immédiatement l'avion pour Philadelphie. Mais comment se présenterait-il? Bonjour, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais je pense que vous avez un lien de parenté avec cette femme dont nous ne connaissons pas le nom non plus. Pouvez-vous m'aider? Cela semblerait certainement très bizarre. Arrivé sur le lieu de travail du parent, il n'avait aucune pièce d'identité montrant qu'il était un enquêteur fédéral. Il était juste un employé du gouvernement à la retraite, après tout. Il portait un costume, gardait un comportement non menaçant et espérait le meilleur. « Avez-vous un moment pour moi, pour vous raconter une histoire ?» se souvient-il avoir dit à Michael avant de se lancer. Il lui raconta l'histoire de Laurie, de l'ADN et de l'arrière-arrière-grand-père. Puis il sortit les photos et les posa une par une sur la table. Quand il sortit la dernière photo de Laurie concernant son permis de conduire, prise quand elle avait environ 40 ans, l'homme s'est écrié « Mon Dieu, c'est Kimberly !» Les cheveux à l'arrière de mon cou se sont dressés lorsque j'ai compris qu'il savait qui était cette personne, se souvient Velling. Il bouclait un mystère de 6 ans. Des centaines de personnes s'étaient impliquées pour trouver une réponse et il venait de l'obtenir. Le lendemain, Velling s'est entretenu avec la famille Cassidy. Une chose était certaine, c'était bien Kimberly. Sa mère était bien la tante de Michael Cassidy et se nommait Dean. Dean s'était marié à James McLean, Laurie Ruff était Kimberly McLean. Plus tard, Dean a passé un test ADN et a confirmé le match. Pour Dean, maintenant âgée de 80 ans, la nouvelle était dévastatrice. Elle avait vu Kimberly, sa fille, pour la dernière fois il y a 30 ans, et elle venait d'apprendre tout en même temps que sa fille venait d'être retrouvée, qu'elle avait eu une vie réussie, qu'elle s'était mariée, qu'elle avait même eu un enfant et qu'elle s'était suicidée. Certes, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nous ne pouvons toujours pas expliquer sur la disparition de Kimberly, tous ces événements étant arrivés il y a très longtemps. Tom Cassidy, l'autre oncle de Laurie Kimberly, a fourni des informations supplémentaires. Kimberly a grandi dans la banlieue de Philadelphie avec sa sœur et ses parents. Dean était une mère au foyer et le père de Kimberly était charpentier et pompier volontaire. Tom Cassidy a déclaré qu'il y avait des promenades en voiture de pompiers et une magnifique maison avec des jeux construits à la main dans la cour. Il y avait des vacances en famille, des excursions et des dîners tous les soirs. Lorsque Kimberly était adolescente, ses parents ont divorcé. Dean a rencontré un homme nommé Robert Baker. Elle s'est remariée et a déménagé avec ses filles et son nouveau mari à Wincott. C'était à cette époque que les problèmes ont commencé. Kimberly ne s'est jamais adaptée à sa nouvelle maison et au divorce. Il y avait de nouvelles règles, une nouvelle école et à un moment donné, cela devenait trop difficile pour elle. En 1986, à l'âge de 18 ans, elle a déménagé seule à environ une demi-heure de route de la maison. Puis, un jour, elle a annoncé à sa mère qu'elle partait pour de bon. « Ne me cherche pas », lui avait-elle dit. C'est ainsi que Kimberly avait disparu. La famille n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ils essayèrent quand même de la retrouver, mais Kimberly s'était assurée qu'ils ne pourraient jamais la retrouver, en changeant son nom, non pas une, mais 2 fois. Après avoir quitté la maison en 1986, Velling n'a pas pu retrouver la trace de ce que Kimberly a fait pendant 2 ans, c'est-à-dire avant qu'elle ne prenne l'identité de Becky Sue Turner en Californie, puis qu'elle obtienne un changement de nom devant le tribunal du Texas et devienne Laurie Erica Kennedy. Elle a obtenu son diplôme de l'Université du Texas et a rencontré Blake Ruff à l'église. Elle et Blake se sont mariés, c'était une vie ordinaire. Mais quelle tristesse néanmoins.
Pouvez-vous imaginer? Il n'y avait personne de sa famille pour la féliciter lorsqu'elle a eu son diplôme. Personne lorsqu'elle s'est mariée. Elle a eu un enfant sans sa mère pour l'aider. Elle a subi son divorce sans personne pour la soutenir. Son anniversaire était le 16 octobre 1968. Laurie ne pouvait jamais célébrer cette journée chaque année. Pouvez-vous imaginer le fardeau de toutes ces dissimulations et mensonges au fil des ans? Blake a compris que cela était forcément la cause de sa dépression. Nous ne saurons jamais vraiment pourquoi Kimberly a décidé de quitter sa famille et a été aussi déterminée à ne jamais être retrouvée. Cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et faites de beaux rêves.